Oups. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, on va attendre juste quelques minutes, 2 minutes, le temps que les gens puissent se connecter. Pascal, vous dites que vous n'avez pas accès au son. Je pense que c'est juste parce que les micros sont coupés. Si vous pouvez juste me confirmer que c'est bon. Alors, c'est bon, je pense qu'on peut démarrer. Donc, encore une fois, merci à tous de participer aujourd'hui à ce webinaire. Donc, on va parler d'un sujet qui est encore assez méconnu, mais ô combien essentiel, c'est le management de transition. Alors, aujourd'hui, on va vous en parler en détail et on va vous parler de ce projet de la mission Macan qui est né en fait d'un constat partagé par plusieurs professionnels de terrain. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, on appelle la mission Macan parce que Macan, c'est un mot enfin, qui a des origines mandingues et ouest-africaines, qui signifie guerrier ou celui qui apporte, et ça incarne justement la posture que nous défendons. Des experts qui vous apportent des choses concrètes, des résultats concrets et qui vous aident à franchir le cap. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. On va d'abord commencer par la présentation de nos experts. Alors, on va démarrer avec Ahmad Anne, directeur Financial Advisory au sein de NKC Audit et Conseil. Donc, Ahmad, je te laisse te présenter, puis nous passerons aux experts suivants. Bonjour à tous, merci Betty, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur le management de transition. Donc moi c'est Ahmad Anne, donc comme Betty l'a dit, directeur de Finance Advisory Service chez NKAC. Donc précédemment j'ai occupé plusieurs postes à l'étranger avant de revenir au Sénégal. Donc notamment j'ai été consultant financier à la Société Générale siège à Paris où je m'occupais de tout ce qui est deal des produits dérivés des filiales. Ensuite, j'ai travaillé pour deux groupes, deux assureurs, AXA et ABay Assurance.
tout ce qui est financial expert dans les deals d'assurance. Ensuite, j'ai rejoint la société Dassault Systèmes où j'ai occupé plusieurs postes pendant 8 ans, où j'étais comptable général pour gérer nos filiales à l'international. Ensuite, j'ai été contrôleur financier où j'ai occupé le poste que j'ai occupé pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été business et financial partenaire sur une BU de Dassault Systèmes. Et enfin, j'ai été sur la partie M&A et en charge d'intégration des NewCo, des sociétés qu'on a achetées à l'international, pour les intégrer dans ce système. Donc, après l'international, je suis revenu au Sénégal où j'ai accompagné plusieurs sociétés en tant que DAF à temps partagé. Ça m'a permis de connaître l'environnement sénégalais. Donc, voilà en gros mon parcours. Ton micro est coupé, Betty, je crois. Oui, sorry. Alors, merci, Ahmad. Alors, on va passer à Papa Ousmane. Parfait. Merci, merci. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce webinaire. Alors moi, c'est Papousman Ndiaye. Je suis consultant, particulièrement en stratégie et en gestion des organisations. Donc moi, j'ai un parcours peut-être pur conseil. J'ai commencé un peu par l'audit, dans un cabinet d'audit où j'étais un peu en charge de l'audit de plusieurs secteurs, notamment le secteur financier. Bon, par la suite, j'ai bifurqué depuis une dizaine d'années dans le conseil. Donc, j'ai fait des cabinets tels que Performance Group, tels que Mazars, où j'étais en charge un peu de l'élaboration et du suivi de tout ce qui est stratégie, la revue organisationnelle, etc. Donc, j'ai eu à travailler au Sénégal et puis dans les pays aussi de la sous-région, beaucoup dans les pays de la sous-région, sur ces problématiques-là, d'ordre stratégique, d'ordre analyse organisationnelle, de revue des frais, d'optimisation des frais, etc., etc. Donc, toutes les problématiques un peu liées à la gestion des entreprises, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire. J'ai aussi eu à travailler avec Delivery Associates à Londres, un peu dans le cadre d'un programme de la Banque mondiale. Donc, et depuis quelques années, je suis managing partner du cabinet Bifo Africa. Et nous sommes aussi dans tout ce qui est stratégie et organisation. Et nous intervenons avec pas mal d'entreprises, tant au niveau national qu'au niveau sous-régional. Donc, voilà un peu mon parcours de manière amassée. Merci. Alors, merci, Papa Ousmane. Donc, là, nous allons passer à Mary, la grande dame. Mérignan, tu peux te présenter? Merci beaucoup, Betty. Bonjour tout le monde. Ravie de vous rencontrer virtuellement dans cet espace, dans le cadre de ce webinaire-là sur le management de transition. Donc, moi, c'est Mérignan, expert comptable diplômé CPA, affilié à l'Ordre des experts comptables du Maryland aux États-Unis. J'ai une carrière d'environ 17 ans, carrière, on va dire, multi-pays, multi-sectorielle, qui a commencé aux États-Unis, notamment à Washington, D.C., où j'ai travaillé pour le Washington Post, avant de rejoindre une entité, on va dire, parapublique, qui est sur les marchés de l'immobilier, donc les marchés financiers, qui faisait le lien entre Wall Street et puis le marché de l'immobilier, qui s'appelle Freddie Mac. Ensuite, je suis revenue au Sénégal il y a une douzaine d'années. Et voilà, je suis allée en cabinet Big Four chez KPMG où j'ai touché à un peu de tout, donc de l'audit, du conseil, de l'expertise comptable. Et suite à cela, j'ai fait une transition dans le secteur du développement où j'ai passé une dizaine d'années à des postes de direction stratégique, donc direction opérationnelle, direction financière pour des entités internationales telles que Amnesty International, Save the Children International et récemment, on va dire la Fondation Matonga. Donc, depuis courant 2024, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte et de me dédier à 100% au cabinet que j'ai fondé qui s'appelle Sabali Consulting, donc pour lequel je suis actuellement la Managing Director.
Et on travaille sur un portefeuille de clients voilà, assez divers plutôt. On est sur l'accompagnement des PME, l'accompagnement des startups, des ONG et puis des entités parapubliques. Mais on va dire que l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on aura une discussion très productive. Merci beaucoup. Merci, Mary. Alors là, on va passer à Adramé. Donc, Adramé Ndiaye, je te laisse te présenter. Merci Betty. Merci aussi à tous les participants. Donc, je m'appelle Adra Ndiaye. Donc, j'ai bientôt 20 ans d'expérience sur les sujets liés à l'audit interne, au contrôle interne, à la cartographie des risques et tout ce qui est management des risques. Comme Pape Ousmane, j'ai un parcours aussi purement conseil. Donc, j'ai démarré ma carrière comme auditeur financier dans un cabinet qui s'appelle expertise comptable, donc qui a été racheté par le groupe EY. Donc, j'ai fait 3 ans, 4 ans d'années d'audit financier. Après, j'ai rejoint le groupe Bacardi Martini France comme contrôleur interne sur les normes Sarbanes-Oxley. J'ai travaillé après pour le groupe Siemens pour 3 ans d'expérience, donc pour de l'audit interne sur les normes SOX. J'ai travaillé aussi pour le groupe Nestlé France, donc sur de l'audit interne. Après, j'ai été le responsable de l'audit interne et du contrôle interne d'un organisme financier qui s'appelle DEFI au niveau de Paris. C'est après que j'ai rejoint aussi un cabinet Exponence comme directeur de mission en risque consulting, donc sur tous les sujets liés à l'audit interne, au contrôle interne, à la cartographie des risques. Et c'est en 2017 que j'ai monté mon cabinet qui s'appelle ADN Risk Consulting, qui accompagne les établissements financiers, les sociétés cotées sur des sujets justement liés à l'audit interne, à la cartographie des risques et tout ce qui est audit interne. Donc, depuis 2017, donc, j'ai accompagné pas mal de groupes au niveau de la France, en Europe aussi. Mais depuis 2019, je commence à accompagner des grosses structures au niveau en Afrique, notamment au Gabon, le groupe pétrolier, et au Sénégal, actuellement, donc, j'accompagne depuis 3 ans le groupe FH sur les sujets liés au contrôle interne et à la cartographie des risques. Merci beaucoup, Adramé. Alors, on va passer à Monsieur Camara. Nongo, tu peux te présenter et puis on parlera du programme de ce webinaire. Oui, merci Betty. Donc bonjour tout le monde. Donc merci à tout le monde d'être là. Donc moi c'est Nogo Camara. Donc je suis le directeur général du cabinet NKC Audit et Conseil. Donc expert comptable de formation et commissaire au compte. Donc j'ai démarré ma carrière à Paris. Donc dans le groupe Expo. À Christian Conseil en faisant pas mal de fiscalité immobilière. Puis j'ai rejoint le cabinet BDO au Sénégal où j'ai passé la plupart de mon temps à faire de l'audit financier. Puis après, on avait rejoint le groupe KPMG en continuant à faire de l'audit. Donc, je suis passé par une casquette de DAF aussi après derrière dans le secteur parapublic. Puis, depuis 2014, on a créé le cabinet NKC Audit et Conseil, donc où on est installé aujourd'hui sur deux pays, Dakar et Abidjan. Et aujourd'hui, on a accompagné à peu près en 11 ans d'expérience, à peu près plus de 500 organisations sur divers thèmes sur 3 catégories de métiers, donc à savoir l'expertise comptable, l'audit et le financial advisory que Ahmad dirige. Donc voilà, avec une particularité où on a fait pas mal de consulting pour l'USAID, pas mal d'organismes voilà, de financement, donc sur lequel peut-être plus tard je pourrais revenir. D'accord. Merci beaucoup, Noro. Alors, par rapport au programme de ce webinaire, on va d'abord commencer par parler de la genèse de la mission Macan, du projet Macan. On parlera ensuite du contexte qui a poussé justement à créer ce type de mission. Ensuite, on vous présentera la méthodologie, l'approche en fait qu'on utilise lors de missions type telles que les missions de management de transition. Puis, on vous présentera des cas concrets, 2 études de cas de sociétés qu'on a accompagnées. Bon,
Les sociétés seront bien sûr anonymisées, mais vous aurez justement l'occasion de voir ce qui a pu se faire dans ces cas particuliers. Et à la fin de ce webinaire, on fera une petite session de questions-réponses. Vous pourrez, les micros seront activés pour tous les participants en fin de session et vous pourrez directement poser vos questions. Si vous en avez pendant les interventions des experts, vous pouvez les écrire dans le chat et puis on fera à la fin un petit récap de toutes vos questions. Merci. Et Nongo, je te laisse présenter la genèse, parler de la genèse un peu du projet Macan. Oui, donc merci. Donc Macan, c'est surtout une somme d'expérience, hein. Donc aujourd'hui, fort de 18 ans à 19 ans de carrière, un peu entre la France, beaucoup d'Afrique et le Sénégal, le constat qu'on avait fait, c'est que de plus en plus, on est dans une tendance où quand on allait sur l'émission était assez complexe, assez transversale. Et au fil des temps, ce qu'on a fait, nous, NKC, on s'est mis un peu en branle de pouvoir, en tout cas, ratisser large en termes d'expertise. Et donc, c'est comme ça que l'idée de faire Macan est née. C'est qu'on a expérimenté, en tout cas, diverses missions où on était plusieurs, tous les experts présents, en tout cas, dans l'Alliance. Et puis après, derrière, on a décidé dans la foulée de matérialiser une alliance plutôt stratégique qui va répondre en tout cas aux besoins du marché et qui va aussi créer aujourd'hui une offre qui est quand même assez nouvelle et assez inédite dans sa manière d'être et de fonctionner. Donc, et c'est fort de nos expériences respectives. Donc, si vous regardez bien, vous verrez que, en fait, c'est plusieurs experts qui sont assez complémentaires et qui, aujourd'hui, vont répondre aux besoins d'une entité, d'une organisation dans sa manière globale. Et aujourd'hui, nous, on veut se positionner en tout cas comme un game changer des cabinets de conseil étrangers avec une touche d'africanité, donc parce que c'est quand même des experts africains qui connaissent les organisations africaines qui vont répondre aux problématiques des organisations africaines. Et donc ça, c'est hyper important. Nous, on sent le terrain, on connaît le terrain, on connaît les réalités du terrain, on connaît les réalités socio-culturelles de nos organisations. Et aujourd'hui, notre alliance, de par sa complémentarité, sera un game changer, en tout cas à ce qui se fait actuellement. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une offre assez insipide, l'idée, c'est d'avoir une offre vraiment assez dynamique qui peut répondre en tout cas aux besoins de tous les clients. Et on verra tout à l'heure que sur les cibles, on peut répondre à pas mal de cibles. Et on va introduire le management de la transition qui, aujourd'hui, sur la place dakaroise, n'a pas un cabinet qui le fait de façon concrète et de façon aussi claire comme nous, on va le matérialiser. C'est aussi l'occasion de remercier en tout cas tous les experts qui ont accepté de jouer le rôle et de former en tout cas cette alliance. Et aujourd'hui, l'heure, c'est vraiment en tout cas en Afrique, en tout cas aux synergies de toutes les expertises pour en tout cas se positionner dans le contenu local et vraiment se constituer en une vraie alternative et surtout dire à nos dirigeants que toutes les expertises sont là et que c'est pas la peine tout le temps d'aller chercher à l'étranger des gros cabinets avec des gros noms. Aujourd'hui, si vous regardez le panel, vous verrez que, en tout cas, toute la somme d'expertise est vraiment là pour répondre à n'importe quelle problématique qu'une organisation sénégalaise ou africaine peut avoir. C'est bon, Betty, tu es en mute. Oui, merci Nongo. Alors, on va passer au contexte. Déjà, on va commencer par le contexte. Papa Ousmane, je te laisse la parole. Parfait. Merci Betty. Donc, comme l'a dit Nongo, hein, c'est aussi cette mission et cette alliance, c'est aussi le résultat d'interventions, de plusieurs interventions au fil des années au niveau du secteur et des entreprises sénégalaises et ouest-africaines. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, si on prend typiquement le cas du Sénégal, c'est qu'on est en face d'un pays aujourd'hui où il y a une croissance quand même qui est assez positive. On a un accompagnement, un dispositif d'accompagnement technique et financier qui est là. Mais malgré tout cela, tout ce qui a été mis en place, on se rend compte à chaque fois qu'on est dans ces interventions-là qu'il y a des insuffisances majeures, qu'il y a des faiblesses structurelles que parfois les entreprises ne peuvent pas adresser ou n'ont pas le temps d'adresser. Et aujourd'hui, qui fait que quand on regarde notre tissu économique, on a beaucoup de mal à créer ce qu'on appelle des champions nationaux aujourd'hui, qui sont en mesure un peu d'adresser les ambitions de développement du pays. C'est très difficile aujourd'hui
de faire ce passage à l'échelle-là. En tout cas, sur des missions courtes, sur des missions ponctuelles, c'est très difficile parce qu'on a besoin d'un ensemble d'expertise qui fait qu'en général, sur une seule expertise, sur un seul accompagnement, il est très difficile d'avoir en tout cas de l'impact sur la durée. Et qu'est-ce qu'on a constaté aujourd'hui en termes de manquement, que ce soit au niveau du public, que ce soit au niveau du privé, c'est que le premier point surtout, c'est le manque de structuration des processus internes. Quand on regarde nos entreprises aujourd'hui, en termes de process, de formalisation des procédures, de respect même de ces processus, de connaissance de ces processus, on a tout un tas de problèmes aujourd'hui qu'il faut gérer et qu'il faut aussi aider à mettre en œuvre. La problématique gouvernance, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur parapublic, que ce soit dans le secteur même privé, on le voit aujourd'hui en termes de gestion des ressources, en termes de vision, en termes de transparence, en termes de compétences. C'est des problématiques aujourd'hui qui reviennent et si on ne les résorbe pas, on n'arrivera pas à atteindre en tout cas le niveau de performance que l'on souhaite, sur lequel on souhaite arriver. Un accès limité au financement, ça, je ne vous annonce rien. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans nos pays, que ce soit pour le public, que ce soit pour le privé. Là, le financement et l'argent se fait rare, donc il faut aller le chercher. La rareté des ressources humaines compétentes. Non seulement la rareté des ressources, la préservation de ces ressources, mais aussi l'adéquation post-profil. Donc ça aussi, c'est des problématiques aujourd'hui qu'on rencontre de plus en plus. Digitalisation, un gros pavé. Aujourd'hui, on se rend compte et on voit, nous, dans nos missions, qu'il y a de grosses organisations. Si vous faites l'exercice d'évaluer un peu la digitalisation de ces organisations, mais vous vous demandez un peu comment ces organisations peuvent problématiques en termes d'outils, en termes de digitalisation, en termes de pilotage de la performance. Et aussi, une autre problématique qui est souvent là, c'est la stratégie. Souvent, on se rend compte que ce soit le public, que ce soit même parfois le privé, on fait des stratégies parce qu'on a besoin d'un financement. On fait des stratégies parce qu'on a besoin de voir quelque chose ou parce qu'on le demande. Mais après, tout ce qui est plan stratégique, tout ce qui est suivi, cela fait défaut. Donc, c'est des constats qu'on rencontre sur ces éléments. Une seule d'où finance de cette offre-là de management de transition. Betty? Je pense que Papa Ousmane a un problème de connexion. Oui, Ouais, il y donc avait un petit souci sur le son. je reprends la main le temps que Pape Ousmane se connecte. Oui, on Comme poursuit avec le contexte. donc dans la foulée, donc comme Pape Ousmane disait, hein, c'est plusieurs constats, de façon que je pense que tous les participants aujourd'hui. Pape Ousmane, c'est bon, tu es là? C'est bon. Je pense qu'il y avait un petit problème de Donc connexion. je te laisse la Ouais. main. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc c'est un peu ça le constat et la pertinence de cet accompagnement-là. Et donc, nous, l'idée, c'est quoi? C'est de venir avec une équipe, c'est de venir avec des procédés, c'est de venir avec des process, c'est de venir avec des outils pour aider à structurer et à professionnaliser à travers la mise en place d'outils de gestion, de procédures de gouvernance, d'une meilleure gestion RH, pour aider à améliorer les performances par la réduction parfois des coûts, par la qualité de service, par l'expérience client, à optimiser, à gérer les coûts, mais aussi à assurer le transfert en compétences. Donc, de manière globale, l'idée, c'est de venir avec un appui ponctuel à haute valeur ajoutée pour, disons, corriger une situation qui pourrait, si on la laisse comme ça dans la durée, être beaucoup plus critique. Donc, le management de transition, c'est vraiment aujourd'hui pour stabiliser en général une situation complexe ou critique, accélérer tout ce qui est projet stratégique, piloter une transformation, renforcer temporairement une équipe en apportant expertise et leadership. Donc, c'est vraiment venir appuyer, accompagner de manière ponctuelle, ramener de la valeur ajoutée pour permettre à cette entreprise ou à cette structure-là de continuer à performer sur le temps. Donc, au risque aujourd'hui, si on laisse la situation actuelle, voir une situation pire ou s'empirer et qui deviendrait critique pour cette structure-là. Donc, voilà un peu le contexte
de ce qu'on a remarqué, voilà nous ce qu'on a vu dans nos entreprises et voilà ce qui explique aussi pourquoi on s'est dit, ben, une compétence ne va pas suffire, il va falloir se réunir pour pouvoir adresser toutes ces problématiques, disons, sur toute la ligne et sur toute la chaîne. Parfait, merci Betty. Merci beaucoup, Papa Ousmane. Alors là, on a beaucoup parlé de changements, de moments critiques. Justement, on va appuyer sur ce point, les moments critiques qui poussent justement les organisations à vouloir passer au management de transition. Donc, je vais laisser la parole à Mary pour nous en dire plus sur ces fameux points de bascule. Merci beaucoup, Betty, et merci, Pape Ousmane, pour cette introduction sur tout ce qui est définition et contexte lié au management de transition. Alors, quand on parle de transition, ça sous-entend qu'on passe d'une situation à une autre. Et effectivement, ça sous-entend également qu'il y a des éléments, pardon, excusez-moi, des éléments déclencheurs. Alors, quels sont ces éléments déclencheurs? Il peut s'agir d'une crise managériale ou du départ soudain d'un dirigeant. Parce que il ne faut pas occulter que finalement, l'orientation que prend l'entreprise ou l'organisation, elle a beaucoup à voir avec la vision du dirigeant. Donc, lorsqu'on amène un nouveau dirigeant, bien sûr, ça peut perturber les choses et l'organisation ou l'entreprise peut se trouver dans une situation où elle prend une orientation différente. Il peut aussi s'agir d'une reprise ou d'une restructuration d'activité. Donc, dans ce cas d'espèce-là, par exemple, on peut avoir une entreprise qui dit que je vais supprimer un segment de business. C'est un cas de figure qu'on a eu à observer avec Air Sénégal dernièrement, qui est passé par un exercice de restructuration où certaines lignes aériennes ont été supprimées à des fins d'optimisation du réseau. Donc, ils ont parlé, par exemple, des lignes de Barcelone, Dakar-Barcelone, Dakar-Milan, Marseille, New York, etc. Ça, c'était le cas de figure d'une restructuration d'activité. On peut également avoir un projet de transformation complexe. Donc, si vous avez suivi, on va dire, l'actualité, les réseaux sociaux, en fin 2024, il y a eu tout un débat, beaucoup de médiatisation sur le lancement du vaccinopole de Diamniadio de l'Institut Pasteur. Et là, c'était vraiment un projet de transformation complexe parce qu'on parle d'une entité qui fabriquait des vaccins de la fièvre jaune, on va dire, à 5 millions de doses annuellement, et qui, dans sa nouvelle perspective, se lance sur une production de 15 millions, voire 30 millions. Donc ça, c'est un changement majeur qui, effectivement, place cette entreprise-là dans le contexte d'un management de transition. On peut également avoir le cas de figure d'une fusion, acquisition ou de l'intégration d'une nouvelle entité. Et effectivement, il faut faire appel au management de transition. Pourquoi? Parce qu'on a deux entités autonomes qui ont existé de manière indépendante et qui doivent maintenant s'harmoniser en termes de pratiques, de processus, de personnel, de gestion des talents, etc., etc., pour pouvoir continuer à performer dans leur nouvel environnement. Et enfin, on a le cas de figure du passage à l'échelle. Donc, encore une fois, on peut faire appel au cas de l'Institut Pasteur où on se retrouve dans une situation où on double, voire triple la production, ce qui veut dire que d'un certain côté, on a les fonctions métiers qui vont grandir et qu'il faut justement uniformiser et puis voilà, que ce soit une locomotive pour tirer toute l'entité, toute l'entreprise vers le haut pour justement continuer à performer de manière uniforme. Donc ici, le mot-clé, c'est vraiment que l'entreprise ou l'organisation, elle doit être agile pour pouvoir s'adapter à son nouveau contexte, donc ce contexte qui est en perpétuelle évolution. Suivant. Alors, donc on a présenté ce qu'est le management de transition, mais il me semble nécessaire de revenir sur ce que n'est pas le management de transition. Donc, le management de transition est très souvent confondu avec un exercice d'audit. Pourquoi il est important de faire cette distinction? Parce que le fait de confondre le management de transition avec un exercice d'audit peut impacter justement sur l'engagement du personnel de l'entreprise. Et sans cet engagement-là, il n'y a pas d'appropriation. Donc, c'est vraiment un exercice pour lequel il faut que tout le personnel, tous les effectifs, en fait, se sentent concernés, qu'il y ait vraiment une réelle appropriation pour pouvoir construire quelque chose d'impactant, de structurant et de durable. Ce n'est pas non plus une mission de contrôle. Je pense que le constat, il est clair. Ça s'inscrit dans la même logique que la mission d'audit. Donc, lorsqu'on
va dans une entreprise, on déroule cet exercice de management de transition. Si le personnel, ou en tout cas les parties prenantes majeures, se disent que ces gens-là viennent pour contrôler, il peut y avoir effectivement un certain degré de résistance au changement. Donc, il faut dès le départ, en fait, clarifier que cette mission, cette intervention, elle n'est pas là pour contrôler ni pour auditer, mais plutôt pour épauler, structurer et soulager l'opérationnel et puis bien sûr guider dans l'action. Ce n'est pas, dans une certaine mesure, une consultation ponctuelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans une logique de durabilité. Et enfin, ce n'est pas un remplacement classique, parce que le manager de transition, finalement, il n'est pas là pour prendre la place de l'équipe, mais plutôt pour tenir la barre pendant un temps. Et comme l'a dit Pape Ousmane tout à l'heure, former les équipes, donc s'investir dans une dynamique de montée en compétences pour pouvoir justement transférer, on va dire, cette connaissance-là, cette expertise-là à l'équipe qui sera là, en fait, pour continuer à dérouler et s'assurer que l'organisation ou l'entreprise reste pérenne. Next. En termes de structure, qu'est-ce que la mission Macan propose? Alors, elle propose un cadre d'intervention qui est très clair et qui s'appuie sur une démarche pragmatique, mais surtout orientée résultat. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on commence par une phase de diagnostic rapide. Et pourquoi cette phase, elle est importante? Parce que aujourd'hui même, quand on va voir un médecin, on souffre d'un mal, il ne peut pas en fait nous traiter, nous prescrire une ordonnance sans savoir le mal duquel on souffre. Donc, c'est à ça que sert l'exercice de diagnostic, donc pour identifier ce qui marche dans l'organisation, ce qui ne marche pas, et quels sont les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer justement comme levier de transformation pour cette entreprise-là. Il y a aussi un aspect sur la mise à disposition des experts qui sont immédiatement opérationnels. Pourquoi c'est important? Parce que peut-être que toutes ces ressources-là, elles n'existent pas dans l'organisation ou dans l'entreprise. Donc, en temps normal, ça aurait pris peut-être le double, voire le triple du temps pour déployer ces solutions-là, alors que ce que notre mission propose, c'est vraiment un pool d'experts et d'expertise, donc combinés, consolidés, qui sont là et prêts à être déployés. Un plan d'action sur mesure. Donc, on n'a pas une mission de management de transition qui ressemble à l'autre. Ce n'est pas du one size fits all. C'est adapté justement aux besoins et aux réalités de l'entreprise. Et enfin, un suivi rigoureux et des évaluations des résultats pour garantir un impact durable. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une intervention qui s'inscrit dans une dynamique de durabilité. Elle n'est pas là pour voilà, régler un problème ponctuel, mais non, elle est là pour faire un accompagnement structurant qui sera bénéfique à l'entreprise, à l'organisation sur une durée. En termes de domaine d'intervention, on les a classés en 4 catégories. Donc, on a un domaine sur la gestion de crise et la restructuration. Donc là, il s'agit de stabiliser les entreprises en période de turbulence, de réorganiser les équipes et d'optimiser les coûts. Un autre domaine d'intervention sur le remplacement des dirigeants et le renfort managérial. Donc là, l'idée, c'est de prendre en main immédiatement certaines fonctions clés. Ça peut être la fonction de DAF, ça peut être la fonction de directeur du capital humain, DGA, etc. Et l'idée ici, c'est vraiment de continuer la performance pour que l'entité, en fait, puisse continuer à exister et à délivrer, même durant cette phase de transition. Il y a un aspect sur la transformation organisationnelle. Donc ici, on parle de process engineering, donc modernisation des processus, accompagnement du changement, intégration de nouvelles stratégies. Et enfin, un volet sur l'optimisation des performances opérationnelles. Donc, il s'agit de revoir les modèles économiques. Et là, je vais encore faire appel à l'exemple de Air Sénégal, voilà, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc, le fait de dire qu'on supprime certaines lignes, c'est parce qu'auparavant, justement, on a fait ce travail de diagnostic-là et on s'est rendu compte que peut-être que le dispositif, le modèle économique sur lequel on opère actuellement, il n'est peut-être pas optimisé, il n'est peut-être pas performant. Donc, on va décider de le revoir et aller vers un nouveau modèle économique qui peut-être convient mieux à l'entreprise et puis à sa vision, à son plan stratégique, etc. Ça s'accompagne bien sûr par une amélioration des procédures et une gestion du capital humain également.
En termes d'avantages du management de transition, on a plusieurs choses ici. Donc, on a la neutralité et l'objectivité. Qu'est-ce que ceci implique? Donc, nous sommes des experts indépendants. Nous allons nous positionner comme des personnes qui sont à équidistance, justement, de toutes les parties prenantes. Ce qui veut dire qu'on est dans une meilleure position pour suggérer certaines prises de décision qui, dans d'autres circonstances, auraient été beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliquées, parce qu'on a en fait finalement beaucoup de paramètres à prendre en compte, n'est-ce pas? La rapidité de l'action, donc comme je le disais tantôt, c'est des plans qui peuvent être opérationnels en quelques jours. Pas besoin d'attendre ou de s'impliquer dans un long processus de recrutement parce que c'est des experts qui ont l'expertise, qui ont l'habitude de faire ce travail et qui peuvent se déployer très rapidement. Et je vais raconter une anecdote, en fait. On a été ensemble sur une mission justement de gestion du changement, de management de transition, où Nongo avait fait une réflexion tellement pertinente. Il disait que le problème qui se pose pour cette entreprise spécifique, c'est qu'elle doit gérer le passé, parce que justement, comme le disait Papsman tantôt, le fait de ne pas gérer cette question de changement, de management de transition, ça crée une situation où les choses s'accumulent. Donc, on peut être en retard sur la comptabilité, on peut être en retard sur le recrutement, etc., etc. Donc, il faut gérer ce passif-là. Également, gérer le quotidien, parce que le travail qu'on doit délivrer de manière quotidienne, il n'attend pas, mais également se projeter sur l'avenir pour voir comment être beaucoup plus performant. Donc, quand on a un pool d'experts qui vient de l'extérieur, il peut gérer effectivement toutes ces problématiques-là à la fois, pendant que l'entreprise, elle s'occupe à gérer le quotidien. Expérience dans le domaine, je pense que j'en ai assez parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, sur le point de la gestion plutôt du changement, c'est un point capital. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir cette capacité à mobiliser rapidement les équipes vers les changements souhaités. Donc, comme je le disais tantôt, la réussite de la mission, elle dépend de l'engagement du personnel. Elle dépend de l'appropriation du personnel, justement de ce plan d'action qui est proposé pour rendre l'entreprise beaucoup plus performante. Regard extérieur, pourquoi c'est important? Parce que quand nous venons comme experts, on emmène en fait une dimension, une dynamique d'innovation. Donc, ce que les anglo-saxons appellent le thinking outside of the box. Pourquoi? Parce que quand on est à l'intérieur, en fait, parfois, on a la tête dans le guidon. D'accord? On a comme des œillères. On ne peut pas avoir, en fait, au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. On l'a toujours fait comme ceci, ça a toujours marché, etc. Donc, on ne se remet pas forcément en question. Alors que l'expert, en fait, il vient avec ce regard externe. Il peut s'appuyer sur des expériences, on va dire, précédentes dans d'autres boîtes, etc., qui peuvent être contextualisées dans le cas de cette entreprise-là. Et puis vraiment proposer quelque chose d'innovant qui rendra l'entreprise beaucoup plus performante, qui lui permettra justement d'atteindre ses objectifs. Donc, voilà en gros ce qu'on a identifié en termes d'avantages. Alors, sur la démarche, c'est une démarche co-constructive. Et encore une fois, j'aimerais m'appesantir sur le mot co-constructif. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, la réussite de la mission, elle dépend fortement de l'engagement du personnel, mais également de l'engagement des dirigeants, n'est-ce pas? Parce que ce sont les dirigeants justement qui doivent donner le tempo, qui doivent s'investir dans cette mission-là pour faire comprendre à leurs supervisés, au personnel, on va dire l'importance et les enjeux de cette intervention-là. Donc, il ne s'agit pas pour les experts de venir proposer une approche qui est top-down et que le personnel dise que voilà, c'est des choses qu'on nous a imposées, mais non, il s'agit de réfléchir ensemble, de produire des solutions ensemble et de dérouler ensemble. Donc, cette démarche-là, elle s'organise autour de 3 étapes. On a une étape de diagnostic exhaustif, comme je le disais tantôt. Avant de soigner le patient, il faut connaître le mal dont il souffre. Donc, c'est l'étape de diagnostic. Cette étape-là, elle consiste à faire une revue de l'environnement externe, mais également des analyses internes de l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, c'est comme finalement un SWOT analysis. Il faut également analyser les irritants. Les irritants, c'est vraiment le terme, le jargon qu'on utilise en fait pour désigner justement ces éléments déclencheurs du changement. Donc, on en a parlé tantôt, ça peut être le départ d'un dirigeant, ça peut être le passage à l'échelle, ça peut être la restructuration, etc. Ce diagnostic, il passe également
par des focus group thématiques. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir justement la perspective des personnes qui sont là au sein de l'entreprise et qui vivent et qui s'offrent aussi à l'entreprise et sur la manière dont il faut conduire ce changement-là. Ensuite, on passe à la formalisation du plan d'action. Donc ici, il s'agit vraiment de définir les grandes lignes d'un plan stratégique de développement avec des axes stratégiques d'abord. Donc, c'est ce qu'on entend par l'identification des orientations majeures. Ensuite, ces orientations, elles sont déclinées en sous-objectifs ou activités. D'accord? C'est ce qu'on entend par la formalisation du plan d'action. Ensuite, il y a l'étape de priorisation du plan d'action parce qu'effectivement, on va se retrouver avec une longue liste d'actions ou d'activités à mener, mais il faut les prioriser. Et cette priorisation, elle peut se faire en termes de budget. Combien est-ce que ça va me coûter justement pour dérouler cette activité du plan d'action? Ça peut être en termes d'impact, justement. Quel est l'impact de la réalisation ou non-réalisation de cette activité sur la survie de l'entreprise, ou en tout cas sa performance, ou la valeur ajoutée? Quelle est aussi, en termes de priorisation, on va dire les ressources humaines qui seront nécessaires? Est-ce que dans mon organisation actuelle, mon dispositif actuel, j'ai toutes les ressources humaines nécessaires pour dérouler, ou est-ce qu'il va falloir aller chercher des ressources additionnelles à travers un recrutement? Est-ce qu'il va falloir réorganiser justement les ressources humaines, l'organigramme, etc. Et enfin, on a la déclinaison du dispositif de pilotage. Donc, comment est-ce que je vais faire mon pilotage? Est-ce qu'en interne, je vais créer une cellule qui va gérer ce changement-là, donc une cellule de gestion du changement? Est-ce que finalement, c'est le pool d'experts qui va gérer, qui seront le référent, etc., etc. Et ensuite, en troisième lieu, on passe à la mise en œuvre de la stratégie. Et là, il s'agit de formaliser les équipes et de procéder au suivi, de monitorer les actions et parfois de faire de l'arbitrage, des suivis, des avancées et puis des contraintes. Parce que comme vous pouvez vous l'imaginer, on part avec un plan, mais le plan, il sera modifié, amendé et ajusté au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on va dérouler, on va faire face à des challenges, à des défis qu'on n'avait pas anticipés forcément. Et il faut être en mesure de rester agile et justement de pouvoir ajuster ce plan-là à ses réalités. Et enfin, il y a tout un volet sur la mesure des avancées et des impacts structurants, parce que comme je n'ai cessé de le dire, en fait, l'idée, c'est vraiment de bâtir une démarche structurante qui va impacter la vie de l'entreprise sur la durée. Voilà. Et là, je vais passer la main à Matt, donc, qui va nous faire une présentation sur les études de cas. Merci. Merci beaucoup, Mary. Merci, c'était très complet et je pense que ça a permis aux personnes de mieux comprendre c'est quoi le management de transition parce que c'est quelque chose qui reste encore jusqu'à hier assez flou, mais je pense qu'après ce webinaire, ce sera un peu plus clair. Donc là, nous allons étudier un cas et je pense que c'est un cas qui nous a permis de collaborer ensemble et de pouvoir gérer ça très bien. L'idée de ce projet, c'est-à-dire d'avoir la somme des experts qui peuvent travailler sur un cas. Et là, c'est un cas qu'on a nommé Alpha, mais c'est un projet réel où on a eu à collaborer pour délivrer des résultats. Donc, si je fais rapidement la synthèse de ce cas, c'est un bailleur qui avait du mal à avoir des reportings fiables à temps, qui étaient souvent en retard. Et il nous a diligenté pour pouvoir accompagner les équipes. Et je reste sur le mot accompagner, parce que l'idée, comme Mary le disait, ce n'était pas de faire l'audit ni de faire du contrôle. C'est vraiment accompagner les équipes sur place à pouvoir faire du delivery à temps, parce que souvent, il y a des livrables qui ne sont pas à temps et qui ne sont pas fiables parce que l'organisation actuelle ne le permettait pas de pouvoir être efficace dans le délai de reporting. Donc, c'était une phase qui nous permettait également de les accompagner dans cette migration qu'ils étaient en train de faire
entre Sage et SAP. Donc, l'objectif, c'était de, comme je l'ai dit tantôt, et pour renforcer juste ce que Mary disait, c'était renforcer du contrôle interne. Il ne s'agissait pas de venir dire l'équipe qui est là actuellement, le travail n'est pas fait ou autre, c'est-à-dire, OK, la situation, comme le diagnostic nous a montré telle situation. Maintenant, la finalité, c'est d'arriver à ça. Donc, comment arriver de la situation A jusqu'à Z. Et c'est là où nous, on intervient pour accompagner l'équipe dans cette phase de transition pour leur permettre d'y arriver plus facilement. Et le fait de pouvoir avoir des consultants ici un petit peu d'univers différents permet d'aller vite et permet également Meryl disait, think outside the box. Dire, OK, moi, la somme des expériences que chaque expert a eues auparavant nous permet de dire, OK, tel est le problème, on peut trouver la solution pour que ça aille beaucoup plus vite. Et ça, c'est ça qu'on a pu faire dans ce cas-là, et c'est ce qui nous a permis de pouvoir délivrer rapidement. Donc, amélioration de l'organisation comptable, de dire, OK, aujourd'hui, vous avez une organisation assez statique. Maintenant, dans le monde où on est, l'organisation comptable peut être plus dynamique que ce que vous avez aujourd'hui. Donc, on fait une proposition, on s'assoit avec le management. Donc, c'est une immersion aussi. Ce n'est pas juste du consulting. On constate et on part. C'est une immersion avec les équipes. On est avec les équipes sur place. Donc, quand les gens comprennent l'objectif de la mission qui n'est pas, encore une fois, de l'audit, quand les gens comprennent que ce n'est pas du contrôle, ils adhèrent au projet parce que l'idée à la fois, ils disent, OK, si j'arrive à mettre tout ça en place et que l'expert part, donc c'est moi qui devrais bénéficier de cet accompagnement-là pour pouvoir délivrer les résultats à temps. Donc, mise à jour des optimisations des procédures de support de gestion, ce qu'on a fait avec cette entreprise-là, et optimisation des processus financiers. Parce qu'il faut savoir que quand on est arrivé, pour pouvoir délivrer un résultat, pour que le bailleur puisse savoir, moi j'ai financé tant, l'argent est passé par rapport au budget, chaque l'argent dépensé va dans cette ligne-là, il fallait agréger plusieurs systèmes. Et l'agrégat de ce système-là, c'était fait manuellement et ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est de dire, je comprends ce que vous êtes en train de faire, j'ai des experts, je vais bâtir un process assez automatique, le temps que vous migrez dans un autre système, plateforme, et de pouvoir vous délivrer le résultat à temps. Donc, c'est ce qu'on a fait avec nos outils Excel, Power BI, pour pouvoir agréger les données qui arrivaient dans n'importe quel système, pour pouvoir automatiser le process et pouvoir livrer à temps les données pour que le bailleur puisse être confortable dans l'allocation des ressources et pouvoir être confortable de renvoyer le budget pour les années à venir. Donc voilà, donc c'était fiabiliser, optimiser et gérer la situation et transmettre pour que l'équipe en place puisse continuer sans nous. Donc, l'approche, au-delà de ce que Mary disait, donc, on a travaillé sur le contrôle interne et cartographie de risque. Et ça nécessitait d'être sur place. Et l'expert ici dans le webinaire était quasiment sur place tous les jours pour discuter avec les équipes, les accompagner dans cette optimisation sur le contrôle interne. Optimisation des ressources et mise à jour des manuels de procédure. Donc voilà, il y a des choses qui existent. Quand on arrive, on ne dit pas qu'il n'y a rien qui existe. Il y a des choses qui existent, mais il y a des choses qu'on peut améliorer et qu'on peut apporter pour que ça soit beaucoup plus fluide dans la façon de délivrer le résultat. Diagnostic et rattrapage comptable financier. Bien évidemment, si les équipes comptables sont débordées dans le quotidien, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs bailleurs, donc il y avait un retard d'environ 6 mois de compta non saisis. Et donc, nous, l'approche qu'on a, c'est de dire, OK, on vous accompagne dans ce rattrapage-là pour qu'enfin qu'on soit à jour. Parce que si on n'est pas à jour, on ne peut pas faire du contrôle financier, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, il y a le passé qu'il fallait gérer, et c'est ce que Mary disait, il y a le passé qu'il fallait gérer, il y a le présent et il y a le futur. Et c'est là où souvent, en fait, les dirigeants ne se rendent pas compte que l'équipe en place n'est pas forcément outillée techniquement, mais c'est que le travail augmente, passe à l'échelle et ils n'arrivent pas à suivre l'évolution. Et ça, il faut un diagnostic, que ce soit stratégique ou diagnostic opérationnel, pour permettre aux dirigeants de savoir, je passe d'une production A à une production
disons D, et il me faut une équipe supplémentaire pour m'accompagner sur cette transition. Donc, optimisation et automatisation des reporting financiers, tableau de bord, c'est ce que je disais. Et vraiment, j'insiste sur la partie automatisation, parce que quand on s'est rendu compte que dans cette société, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'années sur le marché, quasiment plus de 70% étaient manuels. Et c'est là où nous, on a cette valeur ajoutée-là, de voir ce qui se fait à l'étranger, de se voir ce qui se fait dans les autres entreprises, même au niveau national, et les apporter en fait dans nos missions pour permettre à ces entreprises qu'ils soient beaucoup plus flexibles et fiables dans ce qu'ils donnent au niveau des données financières. Merci Je laisse beaucoup, la Ahmad. main à Dramé pour Oui, nous expliquer un petit peu sur la partie l'approche et le contrôle interne. Effectivement, d'accord. merci Ahmad pour ces précisions. Effectivement, concernant le cadrage donc, de la mission, donc, dans un premier temps, avec toutes les équipes et la direction qui était concernée par cette mission de management de transition, on a pu définir donc déjà le périmètre parce que c'est important, parce que si on prend ce cas-là, il ne s'agissait pas de couvrir l'ensemble des processus, mais ils avaient défini donc certains processus clés, donc notamment sur la partie financière, notamment concernant tout ce qui est les processus et tous les sujets qui touchaient les human resources et la partie IT. Donc, avec nos équipes, comme a dit tout à l'heure Ahmad, donc surtout sur la partie contrôle interne et la mise en place de la cartographie des risques. Donc, je voulais juste préciser une chose, que c'était très facile sur la partie contrôle interne et management et la cartographie des risques de mettre en place ce sujet-là, parce que les autres experts, on faisait des points donc, chaque jour et ils me remontaient déjà les risques bruts. Parce que les analyses qu'il faisait, je prends l'exemple par exemple de l'expert qui gérait la partie manuelle des procédures, déjà son diagnostic qu'il faisait sur le manuel des procédures permettait déjà de remonter déjà les risques bruts ou les risques inhérents auxquels par exemple les processus étaient associés. Et donc déjà, en plus donc, de la prise de connaissance de la base documentaire, parce qu'une fois qu'on arrive, qu'on récupère aussi tout ce qui est procédure, tout ce qui est flowchart, c'est-à-dire les logigrammes, les fiches de poste, il y a toute une analyse qui est effectuée là-dessus. Mais on ne se limite pas à ça. Pourquoi? Parce que des fois, on peut récupérer les procédures, mais peut-être des fois, les procédures ne sont pas à jour. C'est pour cela, dans la foulée aussi, on organise, on prévoit des entretiens pour redescendre avec eux des procédures, pour essayer pour voir aussi est-ce que ces procédures-là sont à jour. Donc, et une fois qu'on a fait cette étape-là, donc il y a une étape de revue et d'optimisation des procédures qui est faite par l'expert qui gère la partie manuelle des procédures, qui travaille en étroite collaboration avec l'expert qui gère la partie cartographie des risques et tout ce qui est contrôle de niveau 2. Pourquoi? Parce que déjà, il va nous permettre d'identifier déjà les contrôles de niveau 1 qu'on a décrits dans les procédures. Et tout à l'heure, Meryl l'a précisé, il ne s'agit pas d'une mission de contrôle, mais les contrôles de niveau 2 qu'on va faire, ça nous permet de tester la robustesse donc des DMR, des dispositifs de maîtrise de risque ou éléments de maîtrise de risque, c'est-à-dire les contrôles et les facteurs d'atténuation qui existent au sein de l'entreprise et de nous donner, d'avoir une idée sur est-ce que derrière, on va rajouter des plans d'action ou est-ce qu'on va rajouter des contrôles clés pour permettre de minorer, de bien maîtriser les risques auxquels ils peuvent être exposés. Et notre démarche, il y a un volet technique. Donc, c'est comme précisé tout à l'heure Ahmad et Mery, mais il y a aussi un volet sensibilisation parce qu'en même temps, effectivement, on va analyser, on va essayer d'identifier les risques, les anomalies, les points de dysfonctionnement, que ce soit sur la digitalisation, que ce soit sur la partie finance, mais en parallèle aussi, on met en place un programme d'accompagnement, de formation des équipes. Par exemple, si on prend l'exemple d'une équipe contrôle interne, en même temps, on l'accompagne donc pour contrôler, tester, pour voir est-ce que tous les contrôles clés sont sécures. En même temps aussi, il y a des programmes de formation, de sensibilisation. Par exemple, on avait organisé des sensibilisations où on a sensibilisé l'équipe finance, RH, IT, donc pour qu'ils comprennent aussi la maîtrise de l'activité, donc, ou la maîtrise de nos risques, ce n'est pas seulement l'affaire, par exemple, du service contrôle interne. Et donc, dans la sensibilisation, ça les a permis aussi de comprendre, en fait, quel est l'intérêt majeur
donc, pour mener à bien cette mission et quelle est la valeur ajoutée que cette mission va leur apporter. Okay? Et effectivement, on faisait des points d'étape de chaque vendredi pour intégrer aussi les inputs du client, parce que la mission qu'on met en place, toujours, on va le définir en prenant en compte l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est des missions qui sont adaptées par rapport à leur environnement. Donc, la première approche, justement, on analyse bien l'environnement de l'entreprise pour adapter notre approche par rapport à leur environnement. Betty, c'est bon. Et du coup, donc, les livrables, justement, contrairement à d'autres missions où, comme disait tout à l'heure Mary, il ne s'agit pas d'une mission d'audit ou d'une mission de contrôle interne. Donc, une fois qu'on finit la mission, donc, il y a des livrables, c'est-à-dire déjà, on leur met à disposition un rapport de diagnostic complet, donc de ce qu'on a pu identifier en termes d'anomalies, en termes de risques majeurs. Donc, on leur met à disposition, on met à jour, bien entendu, donc l'organigramme. Donc, un organigramme qui va optimiser, qui va bien optimiser, donc qui va apporter une valeur ajoutée donc, à la structure, à l'organisation de l'entreprise. Donc, on leur met à disposition un manuel des procédures. Donc, on prend connaissance de leur manuel des procédures, on analyse, on diagnostique, on apporte donc des recommandations pour améliorer donc leur manuel des procédures. On leur fait aussi une mise à jour des fiches de poste, parce que souvent, quand on analyse des fiches de poste, peut-être on va voir qu'il y a des doublons, donc comme quoi on peut optimiser encore plus donc, ces fiches de poste. On leur met à disposition aussi un support concernant la gestion, qui est un support de gestion, donc, qui est mis à jour. Donc, concernant le contrôle interne et la gestion des risques, donc l'entreprise, après la mission, disposera de son matrice des processus. Donc, par matrice des processus, on va décliner pour chaque processus, les sous-processus. Mais par contre, il y aura aussi, on va décliner tous les contrôles de niveau 1 qui vont être associés à ces processus, le référentiel et quelle est la personne qui est responsable donc de ces sous-processus. Donc ça va aider plutôt le contrôle interne lorsqu'il va décliner son plan de contrôle annuel, pluriannuel, de savoir sur quel contrôle qu'il va prioriser. Donc, on met aussi à disposition au département contrôle interne gestion des risques, on va lui définir un plan de contrôle annuel ou pluriannuel, ce qui fait que même si donc, la mission est finie, donc lui, il pourra dérouler sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ce plan de contrôle, par contre, on va le décliner, on va le définir avec une approche par les risques. Parce que en parallèle, on a mis en place la cartographie des risques, on a pu identifier les risques nets qui sont associés aux différents processus, et à partir de la cartographie des risques, on va lui mettre en place donc, un plan de contrôle annuel, pluriannuel, qui va être, bien entendu, validé par la direction générale ou par le comité d'audit. Et dans l'accompagnement aussi, on lui mettra à disposition son programme de travail, je parle du contrôle interne, qui va être de façon autonome, pourra continuer à effectuer ses travaux. Idem, on mettra en place des rapports provisoires. Donc, dans le cadre de la cartographie des risques, bien entendu, il y aura des fiches de risque. Donc, la mise en place de ces fiches de risque, pour les autres années, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Donc, il n'aura pas à faire des ateliers de carto, mais il sera juste amené à faire des mises à jour, donc avec les risques au nord, donc pour mettre à jour donc ces fiches de risque. Donc, une matrice aussi des risques qui va faire comme un tableau de bord pour la direction générale. Donc, ça permettra aussi à la direction générale d'avoir une visibilité sur les risques majeurs auxquels sont exposées son activité. Et idem aussi, et c'est très important, donc on leur mettra à disposition un tableau de suivi des incidents. Ça, c'est très important parce que le fait d'avoir un tableau de suivi des incidents, ça va permettre plutôt au département contrôle interne et gestion des risques, à chaque fois qu'il y a des incidents, d'avoir une idée précise sur la probabilité de survenance des risques et de pouvoir revoir donc l'évaluation qu'on avait fait de certains risques. Donc, idem sur les résultats de contrôle concernant les contrôles de niveau 2, idem ces contrôles de niveau 2. Et on lui mettra aussi à disposition un tableau de reporting de suivi aussi de ces incidents. Sur la partie finance, il y aura un rapport détaillé des points à améliorer, donc avec des axes d'amélioration concernant la fonction finance. Un rapport de supervision aussi sera livré, idem un système de reporting automatisé.
Et sur la partie comptabilité, donc, on aura un rapport donc, sur les risques qui sont liés à l'organisation comptable. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, donc, les experts travaillent en collaboration. Donc, lorsqu'on se fait des points, donc, ça nous permet, ceux qui sont au niveau comptable nous remontent donc, les risques bruts. Nous, dans le cadre des cartos et du contrôle interne, ça nous permet de revenir, de tester la robustesse des DMR, donc, et derrière de se donner une idée sur l'évaluation du risque net qu'on a de chaque sous-processus comptable. Et un tableau de recommandation, comme dans la comptabilité, est mis à disposition pour l'entreprise. Donc, ça va être un mapping et une note d'orientation. Merci beaucoup, Adramé. Alors là, on va passer la parole à Papa Ousmane, qui va nous présenter le cas de l'entreprise Beta. Ok, merci. Merci Betty. Bon, je vais essayer de le présenter rapidement. L'idée aussi, c'était une mission un peu axée sur le management de transition, qui était un peu plus axée sur stratégie, sur la revue organisationnelle et sur les outils RH. On était dans une entreprise où on avait une forte problématique en termes de RH, où presque le travail avait cessé, il y avait des grèves. Donc, il fallait vraiment venir pour intervenir et renverser la situation. Donc, c'était un peu ça l'objectif global. Slide suivante. Et comme j'ai dit, hein, on s'est appesanti sur 3 leviers. Donc, il y avait la partie stratégique qu'il fallait mettre en place. Où est-ce qu'on voulait amener l'entreprise sur les années à venir? La partie orga qui était extrêmement importante et une grosse partie maintenant concernant l'administration des ressources humaines. Slide suivante. Donc, typiquement, sur la stratégie, comme on l'a dit, hein, quand on arrive, on est obligé de faire un état des lieux parce qu'on ne peut pas venir comme ça et dire, ben, voilà ce qui va pas. Il nous faut comprendre le secteur, il nous faut comprendre l'environnement dans lequel cette entreprise-là évolue, comprendre aussi en interne qu'est-ce qui marche moins bien, et tenir compte de cela dans la déclinaison future de la stratégie. Donc, c'était important, nous, de faire ce travail-là. On a pris le temps de le faire avec les équipes, bien sûr, de discuter avec elles pour voir un peu, à horizon 2 ans, 3 ans, sur quoi on devrait s'appesantir, quels sont les défis qu'on devrait relever et sur quoi on devrait prioriser au vu des capacités stratégiques de l'entreprise. Donc, ça aussi, c'est un premier point qui était extrêmement important sur la volet stratégie. Slide suivante. Par la suite, sur cette mission-là, on avait aussi une forte problématique organisation. En vérité, l'organisation n'était pas du tout alignée à la vision et à la stratégie de l'entreprise. Donc, il fallait revoir toute la structure organisationnelle, revoir même les couvertures fonctionnelles, la refonte de l'organisation, revoir l'optimisation des ressources. Et tout ça a conduit après à des redéploiements de l'organisation et de l'organigramme cible de l'entreprise en l'alignant sur la vision, en l'alignant sur la stratégie future. Donc, l'idée aussi, c'était de revoir tout ça et de s'assurer que l'organisation, en tout cas, qu'on a aujourd'hui, peut répondre aux objectifs de l'entreprise et on a accompagné justement cette organisation et cette refonte organisationnelle. Slide suivante. Et enfin, l'un des forts enjeux de cette mission, c'était qu'on était dans une entreprise où il n'y avait quasiment pas d'outils RH. On ne faisait pas d'évaluation, il n'y avait pas de fiche de poste. Il n'y avait rien qui permettait en vérité de manager les RH. Et c'est ce qui avait conduit justement à cette cessation de travail, à ces grèves intempestives, parce qu'en vérité, il n'y avait rien pour coacher et piloter la gestion des ressources humaines. Donc, il a fallu rédiger des fiches de poste, parler d'évaluation de personnel, former sur qu'est-ce qu'on entend par évaluation de personnel, qu'est-ce qu'il faut mettre en place après l'évaluation du personnel, accompagner la montée en compétences des responsables RH, former le top management sur les pratiques managériales, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une partie du top management qui avait été promue, mais sans tenir compte un peu de tout ce qui est manager. Donc, ils étaient très techniques, mais ils n'avaient pas ces compétences managériales-là qu'il fallait leur apporter. Et enfin, on a même accompagné sur l'encadrement des négociations avec les délégués syndicaux, parce qu'il fallait être là, il fallait dire à la direction générale et être un peu la courroie de transmission entre la direction générale et les délégués syndicaux. Donc, tout cela a conduit quand même à plusieurs domaines d'activité impactés, à des travaux structurants, et à l'obtention de résultats significatifs, que ce soit en termes de priorité, de formalisation de procédures, de renforcement de compétences des équipes, de refonte de l'organisation, d'amélioration des conditions de travail, de contrôle des décaissements
et surtout, et ce qui était très important, à la fin, de l'appropriation des managers de leur rôle et responsabilités. Donc, on était venu avec des managers qui ne comprenaient pas et qui étaient un peu perdus. Et en quittant la mission, tout le monde savait qu'est-ce que je dois faire, par où je dois commencer, qui dépend de moi, quel est mon périmètre d'intervention. Et c'est aussi pour ce type de mission-là que le management de transition est extrêmement important et qu'il est extrêmement, en tout cas, bénéfique pour les organisations. Merci, Betty. Merci beaucoup, Papa Ousmane. Alors, Ndongo, je te laisse parler des profils mobilisés et ensuite on parlera des avantages, puis on passera aux questions-réponses. OK, ben, merci tout le monde, merci à tous les intervenants. Donc comme tout le monde l'a dit, hein, c'est une mission en tout cas qui demande une forte expertise, hein. Donc il faut la plupart des experts qui sont là ont plus de 15 ans d'expérience. Donc on peut mobiliser donc des profils experts comptables, des profils de gestion de risque et contrôle interne. On a souvent besoin d'avoir un spécialiste en orga parce que bon, il nous arrive souvent aussi de rédiger des process à la fin voilà, en plein milieu de mission ou en tout cas à la fin de la mission. La partie finance, donc tout ce qui est finance d'entreprise, donc l'ingénierie de haut bilan. On a noté quand même que là-bas, bon, dans nos organisations de manière globale, les gens sont il y a une certaine faiblesse en termes d'ingénierie financière de haut bilan. Donc là, nous, on a une forte expertise quand même là-dessus. On peut aider quand même des DAF sur place à parler à un fonds d'investissement, en tout cas à parler régler un peu toute cette partie haut bilan où souvent il y a pas mal de problématiques. On a souvent des sujets, donc là, on mobilise souvent, comme Mary l'a dit, on a la stratégie d'optimisation financière et opérationnelle. Donc, et ça, Pape Ousmane aussi l'a rappelé. Donc, l'idée, c'est d'avoir surtout de l'expertise pour pouvoir linker la stratégie à la finance, ce qui n'est pas évident souvent à temps. Puis, bien entendu, il y a deux dimensions sur lesquelles on n'en a pas parlé dans la mission Macan, mais qui, nous, aujourd'hui, on a une palette aussi d'experts. Donc, on fait intervenir souvent des consultants IT pour soit automatiser des choses ou soit parler de la transfo digital. La partie RH, capital humain, parce qu'il est indissociable aujourd'hui, parce que on verra que la grosse partie des problématiques sont aussi des fois RH. Et après, derrière, l'expert en stratégie, parce qu'il nous arrive aussi qu'on ait des sujets de stratégie qui sont là. Donc, voilà, c'est une batterie, en tout cas, de profils mobilisables, voilà, qui sont. Bien entendu, derrière aussi tout ça, on a une cinquantaine de collaborateurs. Ça veut dire c'est vrai qu'on n'insiste pas là-dessus, mais on peut aussi mettre à disposition des collaborateurs sur des sujets bien particuliers pour pouvoir aider aussi les experts, parce que des fois, on a besoin aussi de faire des tâches très opérationnelles. Les bénéfices pour le management de transition sont les réalités. Donc, nous, on a un peu scindé en trois grosses catégories. Donc, ce qu'on a remarqué de par notre vécu et notre expérience, donc pour les ONG et les fondations donc, et les organismes à but non lucratif, parce que dans la zone ouest africaine, il y en a quand même pas mal, c'est vraiment de permettre un peu d'assurer la continuité des opérations en cas de départ d'un cadre qui occupe qui est dans le top management. L'objectif aussi, souvent, que ça peut nous permettre, c'est d'optimiser l'usage des ressources financières. Donc, on est dans un contexte de raréfaction des ressources. Donc, aujourd'hui, l'optimisation des ressources est quelque chose qui revient de plus en plus. Il y a une logique aussi de renforcement des capacités internes. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est finance, tout ce qui est pilotage, tout ce qui est contrôle. C'est aussi permettre aux gens de structurer un peu les outils de gestion et surtout d'améliorer les outils de reporting. Donc voilà, parce que c'est là où souvent on a pas mal de faiblesses. Et surtout, certains veulent être accompagnés avant qu'ils aient un audit ou une évaluation ou une structuration donnée. Bon, nous, on dit qu'il faut le faire pas forcément quand on sent qu'on risque de se faire racheter ou d'être audité, mais des fois, il faut, voilà. Mais bon, c'est vrai que dans le cadre des ONG, on a aussi souvent ce sujet-là. Pour les entreprises privées, bon, rapidement, donc tout ce qui est privé, donc c'est vraiment les entreprises commerciales qui sont à but lucratif. Donc c'est de permettre aux gens de pouvoir réagir rapidement à une crise de gouvernance ou à un départ stratégique.
c'est surtout structurer la fonction finance en vue d'une levée de fonds, d'une croissance rapide ou d'un passage à l'échelle. Donc, on voit que souvent dans les sujets de passage à l'échelle, les boîtes qui sont des entreprises à taille intermédiaire qui basculent tout de suite dans une forte croissance, ils ont souvent ce sujet-là. C'est de piloter la performance financière et opérationnelle. C'est optimiser les processus internes sans désorganiser les équipes. Et c'est réussir une transformation ou une réorganisation avec méthode. Donc, c'est là où on vient appuyer en tout cas la direction générale pour que ce ne soit pas le chaos dans la transformation ou dans la réorganisation. Pour les entreprises parapubliques, donc si vous avez ces derniers temps, si vous regardez bien l'actualité depuis un an, il y a pas mal de sujets sur la gouvernance. Et donc l'État du Sénégal récemment a sorti 3 décrets sur les statuts types des sociétés parapubliques, sur la loi qui organise le comité de suivi du secteur parapublic. Et donc nous, aujourd'hui, avec Macan, on veut aussi proposer pour les entités parapubliques toute notre expertise. Je reste persuadé que ce sont les entités qui ont le plus besoin du management de transition pour diverses raisons. Donc, ça nous permet de professionnaliser les pratiques de gestion sans attendre un recrutement définitif parce que le recrutement prend du temps. Et donc, des fois, souvent, ils attendent 3-4 mois avant d'avoir un DAF ou un DAGE ou enfin, en tout cas des gens qui viennent pour les aider sur certains sujets. Répondre rapidement aux besoins de pilotage, de reporting ou de conformité. C'est conduire un peu tout ce qui est changement avec méthode, donc réorganisation ou projet stratégique. C'est renforcer aussi toujours les compétences internes par la transmission et l'accompagnement opérationnel. Et c'est surtout gérer les transitions sensibles. Parce que dans le parapublic, souvent, les transitions sont assez sensibles. Donc, c'est tout ce qui est changement de direction lors des passations et lors des lancements de programme. Donc, voilà, c'est à peu près. Donc, c'est 3 grosses catégories de cibles qui n'ont pas forcément tout le temps les mêmes besoins, mais qui sont. Et bien entendu, dans tous les secteurs, donc c'est accompagner la digitalisation des outils de pilotage, de gestion ou de reporting. Donc, on peut travailler avec des experts BI, des experts en automatisation de données. Et donc, c'est mettre en place pour renforcer une approche risk management intégrée. Donc, comme Adramé l'a dit, donc on peut amener, que ce soit pour les banques, les compagnies d'assurance et tous les gens qui interviennent dans les secteurs réglementés, si c'est des fintechs, on a cette capacité de leur amener toute cette partie risk management et approche par les risques qui leur permet un peu d'organiser la société et de répondre aux exigences réglementaires qu'ils ont. Et c'est appuyer aussi la structuration et de processus plus efficaces, durables et documentés. Et souvent, nous, ce qu'on a remarqué, de par nos expériences, c'est qu'on a du mal souvent à documenter les processus dans nos environnements. Et donc, nous, on va apporter cette expertise où souvent il y a des pratiques, mais après, il faut les documenter. Et créer une passerelle entre les objectifs stratégiques et les outils opérationnels. Et donc, de manière globale, Donc, donc, ce que les cas nous apprennent, donc, comme on disait, le temps est un facteur clé. Donc, c'est pas, je pense que pour tout le monde, on connaît tous que la gestion de temps, c'est quand même assez chaotique dans nos environnements. Donc, c'est vraiment chaque mois compte. Donc, il faut accélérer bien positionné, permettre de garder le cap sans sacrifier la qualité de décision. Donc, surtout que maintenant, de plus en plus, les délais de préavis pour recruter des cadres sont quand même assez longs. Donc, des fois, il faut attendre 4-5 mois pour avoir souvent son directeur financier ou son directeur opérationnel. Il ne s'agit pas de combler un vide aussi. Donc, les profils mobilisés ne sont pas là pour faire tourner la machine provisoirement. Vraiment, ils apportent à la structure le recul et souvent un coup d'accélérateur. Donc, on peut même participer à des codires, avoir le recul pendant 10 codires pour pouvoir voir comment ils font nos réunions, comment ça se passe la culture d'entreprise. Donc, ça, c'est hyper important. Un élément qui est essentiel pour, enfin, en tout cas, réussir ce type de mission, c'est la co-construction. Voilà. Nous, on dit souvent qu'une mission réussie ne se fait jamais à la place. Donc, c'est vraiment, elle se fait avec les équipes internes, dans un esprit de transmission et de montée en compétences. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est souvent aussi dans ces moments de crise qu'on ouvre la voie à une nouvelle dynamique. Donc, si vous regardez bien, toutes les grandes boîtes de ce monde sont passées par des moments de crise. Donc, les Toyota, enfin, toutes ces grandes boîtes. Et on le voit avec l'industrie automobile, aujourd'hui avec l'arrivée de l'électrique. Et nous, ce qu'on dit, c'est vraiment bien accompagner une transition devient un tournant positif pour l'entreprise. Donc, souvent, il ne faut pas louper souvent les transitions. Et souvent, dans les transitions, le DG, pour ne pas aussi qu'il soit dans une position de burn-out ou de santé mentale, où il est tout le temps fatigué, nous, on vient apporter en tout cas un appui psychologique et qui lui permet en tout cas de passer ce cap-là. Parce que accompagner les tournants, souvent, prend beaucoup de temps aux directions générales des entités. Donc voilà. Et donc,
De manière globale, c'est à peu près ça. Après, on a beaucoup de cas qu'on peut décliner, hein. On a présenté 2 cas, mais bon, il y a d'autres types de cas. Donc, j'insisterai beaucoup aussi, peut-être avant de passer la parole à Betty, sur aussi les missions de DAF externalisées et les missions d'optimisation de frais généraux aussi, parce que il nous arrive aussi des fois que dans le milieu bancaire, que les banques nous fassent appel pour optimiser des frais généraux. Et quand on commence ce type de mission, on voit que ça lie aussi à toute une forme d'organisation lié aussi à pas mal de processus que ça implique. Donc voilà, au fil du temps, ce qu'on espère, c'est aussi continuer à développer cette dynamique et que Macan puisse en tout cas puisse produire aussi des sous-dérivés de missions au fur et à mesure durant l'année et selon les expériences et les contraintes qu'on trouve sur nos clients. Merci, Nogo, et merci à tous les experts pour vos interventions qui ont été très enrichissantes et je l'espère aussi pour tous les participants qui sont présents. Alors, on va passer à la partie des questions-réponses. Je vais activer les micros pour tout le monde et n'hésitez pas aussi à partager vos questions dans le chat. On va commencer déjà avec les premières questions qui ont été posées directement dans la partie QR. Alors, je pense que la question a déjà trouvé réponse, mais je la pose quand même. La mise à jour du manuel de procédure, est-ce qu'on l'intègre dans la mission du management de transition? Oui, effectivement, on l'intègre en fait, et puis le contrôle interne, l'expert qui gère la partie contrôle interne et management des risques travaille en étroite collaboration avec la personne qui gère la partie manuelle des procédures. Parce qu'ensemble, ils échangent aussi sur les procédures, quels sont les contrôles de niveau 1 qui sont déclinés dans les procédures. Donc, celui qui va mettre en place, l'expert qui mettra en place la cartographie des risques va s'appuyer aussi sur ce référentiel des processus pour pouvoir aussi décliner donc, avec un niveau de granularité, peut-être au niveau processus sous processus, prendre appui sur ces procédures et puis derrière, pour mieux préparer donc ses ateliers de cartographie des risques. Donc, effectivement, c'est bien pris en compte dans le cadre de la mission. Oui, juste pour compléter, effectivement, c'est tout à fait ça. Et je prends le cas pour la mise à disposition de DAF externalisé. Bah, en fait, il va regarder les processus qui existent et s'il faut mettre à jour aussi, ça fera partie de ses missions de mettre à jour ces processus, ce manuel de procédure. Merci beaucoup. On a Papa Blondin Diouf qui a levé la main. Oui, bonjour, merci. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier quand même le panel qui est assez fourni. Donc, tout de suite après les présentations, on sait que quand même, vraiment, c'est un panel fourni et que les échanges vraiment sont inscrits dans ces dynamiques-là, c'est-à-dire une facture quand même qui est de haut niveau. Donc, merci. Alors, j'ai 2 points. Le premier, ce serait une intervention, juste donner mon sentiment. Donc, ce que j'ai aimé, vraiment, je vois que les gens, les personnes qui sont en face, comprennent en fait l'enjeu majeur dans le management de transition, qui est quand même la recherche, en tout cas, de souplesse, d'harmonisation dans les process, hein, par opposition aux collisions, aux heurts qui pourraient être notées. Donc, ça, c'est ce que j'ai relevé et ce que j'ai bien aimé, surtout dans la présentation de Madame Méry, je pense. C'est un mot qui est revenu beaucoup de fois dans son champ lexical et ça, quand même, c'est rassurant. Donc, ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai. L'autre point, toujours dans ce cadre-là, c'est que l'autre dimension également que j'ai relevée et vraiment qui est rassurant, c'est que aujourd'hui, vous avez compris que la transformation ne devrait pas être ponctuelle ou conjoncturelle, mais structurante. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu. Donc merci. Alors, la question un peu critique aussi, c'est que dans tout ce que vous avez dit, Monsieur Pape Ousmane, je l'ai un peu attendu là-dessus parce que, voilà, permettez-moi déjà de me présenter, hein. Je suis DRH de la Société sénégalaise des phosphates de Thiès.
Donc, je suis un peu responsable des questions people pour la région africaine. Donc, je me rapproche un peu à M. Pape Ousmane. Donc, la question, certainement, ce sera pour lui, mais également pour M. Ndongo, parce que dans, dans le management de transition, il y a un volet assez... Bon, pas un volet, il y a plusieurs volets, mais il y a deux points quand même sur lesquels j'ai attendu et que je note un certain mimétisme. C'est que le premier point, c'est la dimension juridique. Donc, la question est de savoir, est-ce que dans le panel, il y a un spécialiste, il y a un expert de droit social, hein, parce que c'est la question, quand même, c'est le spécialiste en la matière. Parce que vous savez que en cas de modification juridique dans la situation en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, je veux dire, notamment en cas de transformation, de fusion, de transformation de fonds, j'en passe, euh, la loi sénégalaise exige que les contrats de travail avec l'ancien employeur demeurent avec le nouvel. Et donc, il ne peut pas y avoir de licenciement ou de réduction de personnel pour ce motif-là. Plus tard, suite à une réorganisation intérieure, on pourrait éventuellement penser à un plan social. Donc, est-ce qu'il y a un juriste qui prend en charge ces questions-là? Ça, c'est la première question. Mais l'autre point essentiel, important, à l'instar des sociétés, on va dire, françaises, est-ce qu'il y a cette dimension psychologique, le health mental, qui est également pris en charge est-ce vous prévoyez quand même un accompagnement pour les postes que vous pensez qui seront impactés avec cette restructuration? Donc, pour ne pas vraiment monologuer, c'était ça. Je vous remercie encore quand même pour ces échanges enrichissants. Et voilà, merci. Merci, merci Pape beaucoup. Ousmane, tu veux répondre? Oui, oui, merci pour ces deux questions extrêmement pertinentes. Je pense que sur le premier, naturellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, chaque entreprise a ses réalités. Si vous regardez un peu le cas que j'ai donné, typiquement, on avait un juriste déjà au sein de l'entreprise, donc qui gérait tous ces aspects-là, ce dont on parlait dans la co-construction. Donc, toutes les incidences, en vérité, on devait travailler avec ce juriste pour voir est-ce que ça, c'est possible de le faire, ça, si on doit le faire, comment on doit le faire, etc. Donc ça, vous avez des entreprises comme ça, où vous avez un juriste en interne. Vous en avez d'autres où le juridique est externalisé avec un conseil juridique auquel vous avez recours. Et nous, quand ce dispositif-là n'est pas en place, bien sûr, nous venons avec notre consultant, notre expert juridique sur ces questions-là. Naturellement, sur l'exemple que j'ai donné, on a parlé d'optimisation de l'organisation. Ça ne va pas dire, en tout cas, nous, sur l'exemple sur lequel on est intervenu, il n'y avait pas eu de licenciement. C'était plus un redéploiement, c'était plus des personnes qui voulaient changer peut-être de métier, des personnes qui souvent n'étaient pas sous le bon périmètre et on a agi un peu en termes de redéploiement. Mais naturellement, quand la situation le demande et qu'il faille bien sûr faire appel à un juriste pour accompagner, bien sûr qu'on le fait. Sur la deuxième question relative à la psychologie, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur la conduite du changement dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes naturellement réfractaires au changement. Quand il y a une nouvelle organisation, quand il y a des choses qui arrivent, il y a des incidences. Quand vous avez une fusion, peut-être qu'on ne va pas garder tout le monde. Mais il est important d'accompagner cette conduite du changement-là, de former, de sensibiliser, de communiquer, surtout sur les incidences. Et éventuellement d'accompagner et d'anticiper sur peut-être les personnes qui, dans le cadre de ce changement-là, ne devront plus être dans l'entreprise. Mais c'est un volet extrêmement important qu'on néglige même souvent dans nos entreprises, mais que nous prenons en charge. C'est-à-dire, une fois que tout a été mis en place, cette partie communication du changement, elle est essentielle pour la réussite de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est quelque chose, nous, dans le cadre de la conduite du changement, qu'on adresse. Nongo, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je pense que l'essentiel est dit, hein. Juste compléter que, juste pour dire que, en fait, on privilégie beaucoup aussi. Souvent, il y a un arbitrage entre direction générale et les salariés, et souvent, c'est bien aussi qu'il y ait une personne extérieure qui vienne aussi renouer le lien et souvent participer à apaiser un peu le climat. Et aujourd'hui, il arrive aussi dans l'expertise RH qu'on apporte que certains se retrouvent à être dans une position de bilan de compétences et de réorganisation et d'adéquation entre profil, carrière, compétences. Voilà, c'est ce qui est un exercice qu'on ne fait pas souvent dans nos organisations.
Et souvent, dans le cadre de la mission, on voit qu'on peut rester 10 ans, le service capital humain ne fait pas réellement le bilan de compétences des gens qu'on a sur place. Donc voilà, c'est l'aspect en tout cas psychologique, l'accompagnement et on multiplie aussi le maximum de workshops possibles et d'ateliers pour pouvoir huiler la relation et faire passer des messages. Parce que c'est ça. Et pas de façon violente, mais vraiment de façon très subtile jusqu'à ce que, bah, en fait, l'idée c'est de réveiller un déclic, c'est aussi des salariés pour que, bah, en fait, de faire comprendre que si toute l'organisation avance, c'est aussi eux les plus grands gagnants. Après, c'est vrai que ça rejoint aussi la question qui avait été posée par Kouraba, Anne, qui demandait dans le chat, est-ce que vous allez prendre en considération le mental health dans vos services? C'est un problème que l'on vit dans presque toutes les transitions et surtout lors d'une restructuration pour cause économique. Un moment qui n'est pas facile pour les staffs qui verront leur position menacée par la nouvelle structure à mettre en place. Oui, donc comme c'est Mm, comme ce que je disais, on a un vivier d'experts et de coachs, parce que mm, bon, s'il faut faire intervenir un coach, il faut le faire. Après, ça dépendra vraiment spécifiquement de l'entité. Si c'est une entité où nous, à la fin de la mission, on voit que vraiment le climat social, il est vraiment délétère et qu'il y a mhm. vraiment beaucoup de problèmes psychologiques, des problèmes liés au conduite du changement, bien entendu, nous, on pourra dire bah, à la direction générale, voilà, à ce stade-là, il faut quand même un coach RH qui vient huiler certains sujets, améliorer un peu le truc et que mentalement, renforcer mentalement les équipes, le mental des équipes. Donc ça, c'est des Ok. sujets qui peuvent arriver, ouais. Mais ça, c'est vraiment extrême, quoi. C'est vraiment quand on arrive à, qu'on se retrouve dans des situations vraiment carabinées. Merci, Nogo. Alors, on a deux questions, on va les lier. Alors, Sori Watara nous demande qu'est-ce qui différencie le management de transition du consulting en management? Et la deuxième question qui nous vient de Pierre-Malik Sow, c'est est-ce que le coût d'une mission de transition est lié au chiffre d'affaires de l'entreprise et si oui, à quelle hauteur? Ahmad, peut-être je te laisse. Oui, alors, c'est vrai que Mary l'a un peu rappelé en disant tout à l'heure qu'est-ce qui n'est pas un management de transition. Et je pense que c'était assez clair là-dessus. Donc, en fait, consulting, généralement, en fait, les retours que j'ai souvent, c'est que vous constatez, mais vous n'êtes pas avec nous. On vous voit toujours en tant que consultant. Alors que le management de transition, on est en immersion avec l'équipe, on nous confond même avec la direction. Parce que souvent, quand je fais l'exemple, comme sur les missions de DAF souvent, c'est pas qu'un DAF, on est un business partenaire. On est là, on participe sur les décisions, on accompagne. Et l'intérim, j'ai vu aussi l'intérim. L'intérim, c'est une activité qui croît à un moment, on a besoin d'une personne opérationnelle. Alors que là, ce que vous avez, c'est des experts qui ont de l'expérience, en fait, qui, au-delà de l'opérationnel, vous accompagnent aussi dans la stratégie et dans la mise en place. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. Et l'avantage aussi de les missions de transition, c'est de dire, je n'ai que l'interlocuteur, c'est une mission-là. Je n'ai pas à aller chercher un directeur juridique, je n'ai pas à aller chercher un consultant IT, j'ai pas à aller... C'est agrégé dans une seule mission et votre interlocuteur, vous avez parlé avec une seule personne et qui agrège tous ces experts-là pour vous donner satisfaction et résultats attendus. Et c'est beaucoup plus rapide au niveau de la communication, beaucoup plus rapide au niveau de la transition. Mhm. Voilà en gros les différences. C'est vrai que souvent c'est assez flou, mais la grosse différence, c'est vraiment cette immersion-là dans l'organisation et dans le conseil. Et Ahmad, si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi ce Oui, bien sûr. facteur temporalité. Il ne faut pas occulter parce que, comme on l'a démontré tout au long de la présentation, quand on parle de transition, ça veut dire qu'il y a une situation qui a changé et que si on n'agit pas rapidement, les conséquences peuvent être désastreuses pour l'organisation. Alors que dans du consulting classique, ça peut être en fait des services dont l'entreprise a besoin parce que c'est nice to have. Est-ce que ça survit en dépend réellement? Peut-être pas. Donc, ça dépend en fait du cas d'espèce. Mais dans le management de transition, il est clair que si ces experts-là n'interviennent pas
pour aider l'entreprise à faire cap vers, on va dire, ses nouveaux objectifs, à se redresser, effectivement, les conséquences peuvent être impactantes d'une manière très négative et puis dans la durabilité. Donc, voilà aussi un axe de différence entre les deux. Oui. Et souvent aussi, il y a un déni. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça déni, mais c'est de dire j'ai besoin de ça. En fait, c'est culturellement, on a, même tout à l'heure, on parlait de mental health, en fait, il faut qu'on accepte souvent qu'on a un problème pour pouvoir être soigné. Et ça, tu le disais, Mary, tout à l'heure dans ta présentation, diagnostic avant. Mais il faut savoir qu'on a un problème pour accepter qu'on arrive à l'accompagner. Et souvent, généralement, contrairement à d'autres cultures, on a ce déni-là qui permettent pas aux dirigeants de savoir ce dont ils ont besoin. Mais maintenant, même cette mission de transition, on peut dire, OK, moi, je ne sais pas ce que j'ai besoin aujourd'hui. Je vous mandate pour que vous me dites aujourd'hui, pour que je sois plus bien dans mon business, vous me dites de quoi j'ai besoin. Et après, on peut vous dire, après diagnostic, vous avez besoin de ça. Maintenant, est-ce que vous commencez par ça ou ça, c'est tel bloc, tel bloc? Mais il faut d'abord peut-être une mission en disant, je ne sais pas. Et ça aussi, il faut qu'on arrive à se dire, si on ne sait pas, bah, je ne sais pas. Je sais que j'ai un problème, mais je ne sais pas où je dois agir. Aidez-moi à savoir où je dois agir et ça commence par là d'abord. Merci, Ouais. Ahmed. Alors, par Le- rapport au prix, au coût de la Oui, mission. ouais, donc par rapport au coût de la mission, bon, bien entendu, hein, bon, les missions de management de transition, bon, on a parlé tout à l'heure des cibles. Bien entendu, ça s'applique peut-être pas trop à certaines cibles parce que ça a un certain coût. Donc, naturellement, c'est des coûts jour-homme de Mhm. consultants. Et comme ils l'ont indiqué, on est en immersion souvent et des fois, on place des gens dans la boîte. Ils doivent passer des fois 2 ou 3 jours sur place. Donc, ça a un certain coût qui est quand même non négligeable. Mais non, mais qui n'est pas à la hauteur, enfin, qui n'est pas linké à un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est linké vraiment au temps qu'on doit y passer. Et donc, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a toujours une phase de cadrage et de diagnostic le premier mois, ou souvent, quand on finit, on peut ajuster après derrière le temps qu'on y passe. Donc, on a un planning d'heures souvent qu'on déroule après 2 semaines de diagnostic. Puis, on définit souvent le temps que ça va durer. Donc, on va dire, bah, c'est une mission de 4 5 mois. Il vous faut 7 experts, 3 4 collaborateurs mis à disposition. Tel expert intervient 2 jours par semaine et tout ça, voilà, sur une certaine durée. Donc, c'est comme ça que le coût est calculé. Donc, difficile de Mhm. donner un pourcentage, mais l'idée, c'est de savoir que nous, on le calculera en fonction des problématiques qu'on trouvera chez le client, du temps que ça Mhm. prendra et du nombre d'experts qui doivent intervenir pour solutionner les problématiques. Et Justement, parce que oui, Aïcha nous demandait, vous avez déjà répondu à la question, c'était elle demandait une mission de management de transition pour une PME dure combien de temps? Donc, d'après ce que les experts ont signalé, bon, il suffit d'abord il faut d'abord faire un diagnostic, si j'ai bien compris aussi. C'est à la suite de ce diagnostic-là qu'on peut justement donner le temps en fait qu'il faudra pour le management, pour la mission de management de transition. Par contre, elle demande une fourchette. Est-ce que c'est possible de donner une fourchette entre quoi? euh, difficile de donner une fourchette parce Hmm. que, bah, en fait, comme on dit, pour faire un devis de mission de management de transition, on a besoin ne serait-ce même de 2 ou 3 jours où on va chez le client. Voilà. Nous, il nous est arrivé dans des missions de management de transition, la dernière qu'on a faite, où le Mhm. cadrage du besoin a duré un mois, Mhm. avec 5 calls et peut-être je peux vous dire que c'était des maux de tête parce que ce qui est important aussi dans cette mission, c'est qu'il faut pas louper le cadrage du besoin. Parce que le cadrage du besoin, il est hyper important. Parce qu'une fois que la mission déroule, nous, on ne peut plus revenir en arrière. Ouais. Donc, le client a mis un mois à dire, bah, rajoute-moi ça dans le truc, enlève-moi ça, et puis on veut refaire un nouveau call, et tout ça. Une fois que c'est figé, commence le travail du devis. Mhm. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est une question difficile à répondre actuellement. Ça Ok. dépendra beaucoup de la complexité des problématiques de la peine. Ok. Très bien. Donc, bon, là, bon, je sais que certains sont sûrement contraints par le temps. Bon, on a deux personnes qui ont levé la main. On, on répond à leurs questions et puis je vous propose de clore le sujet. Alors, Maram Diakhaté, si vous êtes toujours là.
Oui, je suis toujours là. Bonjour à tous et vraiment un grand merci pour ces échanges extrêmement clairs et constructifs. En fait, tout au long de l'échange, je vous ai tous écouté attentivement et je me faisais déjà la réflexion Donc, c'est plutôt une réflexion, c'est pas une question. Euh, que stratégiquement, en fait, pour la mission Mancan, il serait peut-être intéressant d'intégrer dans votre offre cette dimension de coaching. Et Nongo l'a dit vers la toute fin, il y a répondu à travers d'autres questions sur le mental health et tout ça. Mais je Mm. pense que il ne faudrait peut-être pas considérer le coaching uniquement pour les cas extrêmes. Je pense que vu que vous cherchez pour la première fois sur la place dakaroise à vous positionner comme la référence en termes de management de transition, il serait pertinent d'intégrer aussi cette dimension de coaching dans l'offre, stratégiquement parlant. Et s'il y a comment dire, peut-être des difficultés liées à notre culture ou des dénis, peut-être le faire de façon un peu plus discrète, en fait. Puisque de par votre position de manager de transition, vous avez de fait la légitimité. Puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous êtes en immersion, vous êtes au plus près des leviers humains et relationnels. Et vous êtes en capacité de faire le lien entre les compétences technico-techniques et le relationnel et l'humain. Et je pense que vraiment, ça peut être une réflexion à intégrer pour vous, euh, pour voir voilà, comment intégrer cette dimension de coaching, mais de façon très claire et l'intégrer dans votre pitch, parce que je pense que ça peut vraiment être un élément différenciant pour votre cabinet. Oui. Oui, pour répondre à ça, oui, le sujet s'est posé et donc, bien entendu, on a un coach et un expert RH avec qui on travaille. Et donc, dans le diagnostic de la mission, enfin, deux fois sur trois, ce sujet de coach va revenir. Enfin, coach accompagnement RH, pour ne pas dire coach, parce que nous, quand on dit coach, des fois dans les organisations africaines et souvent les directions générales, des fois, c'est pas forcément très bien perçu au départ. Et comme tu dis, il faut le faire de façon très subtile. Parce que des fois, on voit que la problématique, c'est souvent la direction générale même qui a besoin d'être coachée. C'est bon, il nous est arrivé d'être dans des cas comme ça. Et c'est très difficile de venir en disant des fois à certains DG, bah, en fait, dans l'offre Macan, il faut aussi un coaching parce que tu manages peut-être mal. Enfin, je dis les choses, hein, parce qu'il faut dire les choses. Et parce que des fois, on peut finir le diagnostic et on se rend compte que la problématique vient aussi des fois de la direction générale. Ça arrive d'ailleurs souvent. Et donc, bien entendu, dans ce cas-là, on va intégrer cette dimension RH et coaching. Maintenant, on va réfléchir à peut-être est-ce qu'on va l'intégrer, comme tu dis, dès le départ. Bon, ça, c'est une réflexion qui est en cours et qui est pertinente et on prend en bonne note et la réflexion va continuer. Mais clairement, oui, aujourd'hui au Sénégal, ouais, il y a une grosse dimension accompagnement, coaching mental qui est quand même bien claire. Il y a Mm. 5 ans de cela, il y a 5 ans de cela, c'était pas le besoin, mais bizarrement, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est un gros besoin. Je sais pas Mm. pourquoi. Alors, merci, merci Nongo. Adja Sorna Fati, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Bonjour à tous, merci beaucoup. Bonjour Nongo, moi je voudrais juste faire un retour d'expérience parce que concernant le management de transition, je l'ai vécu. Nongo Mm. connaît un peu l'histoire de notre structure qui est sur Paris. Et j'avais fait appel à un cabinet dont je tairai le nom parce que je suis en colère par moment. Tout à l'heure, Nongo, il y a une personne qui a posé la question à savoir le coût. Moi, j'ai eu juste à faire un diagnostic qui a duré même pas 48 heures. Je reçois un devis de plus de 40 000 euros. Voilà, donc le coût était basé par rapport au chiffre d'affaires. Moi, j'en suis convaincue parce qu'effectivement, il y avait un travail à faire, ce qui est sûr et certain, parce qu'il y a eu un décès du dirigeant. Donc, voilà, donc moi-même, j'ai eu à reprendre les rênes de ces structures. Nous avons commencé à échanger sur le sujet.
Je pense que le cabinet, il est venu qu'une seule fois dans nos locaux. Après, j'ai eu le devis. Ils m'ont appelé, il y a eu 2 ou 3 calls. Je trouvais que c'était léger. Encore une fois, on parle de business partner. Non, parce que ça dépend des cabinets, je pense. Il y a des grands groupes, des grands cabinets. Il se passe quelque chose, tu te dis non, il faut qu'on m'aide, effectivement, parce que j'en ai besoin. Et à la santé mentale aussi, parce que vous perdez un conjoint, vous perdez votre collaborateur, il faut de suite reprendre les rênes. Il y a un suivi psychologique qui doit se faire. Et quand on parlait de management de transition, pour moi, j'avais juste rencontré des personnes qui étaient affamées. Voilà, parce que faire juste le diagnostic des dysfonctionnements, l'économisation et l'élaboration de la feuille de route, qui nous revenait à plus de ce montant, moi, je trouve que c'était pas du tout raisonnable. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rabattue avec mon expert comptable, qui est mon coach, qui m'a accompagnée, effectivement. Je pense que de mon côté aussi, en tant que manager, je l'ai utilisé comme j'ai pu. Il s'est rendu disponible. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un sujet qui est très, très important pour les entrepreneurs. Moi, en tant que dirigeante aujourd'hui, sans ce coach, j'allais pouvoir me relever de ce trou. Voilà, donc c'était quelque chose d'assez difficile. Et ce management de transition est très, très, très important pour une structure qui se développe très vite ou bien qu'il y a eu des événements. Pour moi, les coûts doivent se revoir. Je ne sais pas. Moi, je suis contente. Donc, quand j'ai vu Macan, je me suis dit, je vais assister, je vais écouter ce qu'ils proposent, comment ils proposent, sur quelle feuille de route ils vont mettre les différentes stratégies pour accompagner les entreprises. Mais encore une fois, j'ai été en colère, je suis toujours en colère parce que c'est un grand cabinet. Franchement, quand j'étais étudiante, j'ai rêvé de travailler là-bas sur la partie communication. Mais en 48 heures, on propose un devis de... C'est pas raisonnable. Voilà. Je pense que vous devez aussi, à partir de maintenant, par rapport à ce que vous proposez, effectivement, commencer par le Sénégal, mais faire une ouverture à l'international parce qu'il y a des structures qui sont là, qui ont besoin. Et voilà, moi, c'est quelque chose, je mettrai en avant, je vais partager cette information. Je suis très ravie de voir Nongo et ses collègues qui sont là. J'ai entendu tous les discours de part et d'autre. Mary, elle a bien abordé le sujet avec les points clés. Mais Ahmad parle de business partner. Non, c'est pas un business partner. Pour moi, c'est des structures. Pour moi, l'expérience que j'ai eue, c'est juste une structure qui était là, qui avait besoin peut-être de ramasser de l'argent parce qu'ils ont peut-être joué pour moi sur ma faiblesse. C'était une faiblesse, effectivement, parce que c'était peut-être 2 ou 3 mois après la reprise que je vais à appel. Donc, on me parlait, j'étais dans les nuages, je ne comprenais pas. J'étais perdue et j'étais vraiment pas accompagnée. Voilà. Et après, il fallait prendre des décisions et j'ai pris des décisions. Voilà, c'était juste un retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Juste pour rajouter, donc, comme Fatih disait, donc, sur ce cas précis-là, bon, donc il y a 2 sujets. Donc, il est clair que le management de transition en Europe, c'est vraiment une ligne de service maintenant. Sur certains cabinets, une ligne de service parmi tant d'autres. Mais vraiment, le gars, il le vend avec une certaine froideur. C'est-à-dire que lui, c'est du business parmi tant d'autres. Ça répond à ta problématique, Fatih. C'est-à-dire que la ligne de 40 000 € de service, il est directeur d'une BU. En fait, c'est lui, il ne voit pas une femme qui est en état de choc. Enfin, après nous, l'avantage qu'on a, bon, ce n'est pas pour le segmenter, les 5 experts qui sont là, on est quand même très humains, très professionnels, et on est des Sénégalais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis tellement fière que tu ne peux pas comprendre. On est des Sénégalais avec nos avantages et nos inconvénients. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que dès qu'on est Wolof, et on sait partager la douleur de quelqu'un, on sait interagir, et on a nos émotions. Parce que quand même, qui dit Sénégalais dit aussi nos émotions. Et pour moi, quand je dis ça, je dis tout.
Voilà, vraiment. Et sincèrement, on ne fait pas Macan enfin, que pour de l'argent. Parce que l'avantage qu'on a de l'Alliance, c'est que parmi tous les 5, de façon individuellement, on a nos cabinets, nos revenus. Voilà, on n'est pas non plus dans une survie où on dit, etc. Nous, Macan est né surtout d'une volonté d'impacter l'écosystème parce qu'on a vu beaucoup de boîtes souffrir. Et surtout, on veut être une alternative à des grands cabinets qui, en réalité, viennent avec une offre sans humanité et sans proximité. Et c'est pour ça, nous, on veut ramener la proximité et l'humanité, parce qu'on sait que c'est important aussi pour les Africains, parce qu'on reste quand même des Africains, avant de parler même argent. Parce que l'argent, pour moi, c'est le deuxième. Et ce qui fait que d'ailleurs, quand je disais le cadrage de la mission prend beaucoup de temps, nous, il nous arrive d'aller chez le client 3, 4 fois, comprendre, faire beaucoup de réunions avant de parler même prix. Parce que le prix, finalement, des fois, on en parle au dernier moment. Parce qu'on veut que le client soit en confiance déjà. Oui, ça a un certain coût parce que des fois, ça prend du temps. Maintenant, à l'échelle de l'Afrique, forcément, on ne peut pas appliquer le coût jour homme si on était en Europe. Nous, ici, on va avoir des tarifs qui sont adaptés aux réalités locales. L'expansion internationale aussi, bien entendu, on va commencer peut-être par l'Afrique parce qu'on a un bureau à Abidjan et l'idée, c'est de couvrir l'Afrique de l'Ouest. Et l'Europe est quand même bien fournie sur des missions de management de transition parce qu'ils ont vraiment l'habitude de le faire. Ils ont beaucoup de consulting, ils ont quand même des Big Four, ils ont plein de choses. Et de plus en plus, il y a des cabinets de taille humaine quand même qui s'y intéressent et qui veulent amener une approche plus de proximité et voilà. Mais vraiment, nous, on apportera quand même une certaine possibilité, une certaine flexibilité. C'est important. D'ailleurs, Ndongo, ça me fait passer à l'anecdote parce qu'avec Ndongo, souvent quand on travaille, donc des fois je prépare l'offre financière, à chaque fois il me retoque. Non, Adramé, on est au Sénégal. C'est pas, il faut arrêter avec les taux journaliers parisiens. Voilà, Donc c'est ça, voilà, pour dire que voilà, on adapte tout le temps et puis à chaque fois, on a des échanges là-dessus, quoi, où à chaque fois, Ndogo il me retoque toujours en me disant non, 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 là on est en Afrique, c'est pas comme en Europe ou aux États-Unis, quoi. Il va falloir tout revoir sur l'offre financière. Donc voilà. Après aussi, les Big Four, hein, je pense que ça doit être forcément un Big Four, parce que moi je les ai un peu fréquentés, donc souvent eux, ils vendent plutôt la marque, quoi. Plutôt que le service. C'est ça. La signature, la Ça, marque. avec J'étais chez EY, donc bon, je vois à peu près comment ça fonctionne. Hein, donc, ils vendent plutôt la marque, donc plutôt que le service, quoi. Donc, voilà. Et j'en rajoute juste un peu une petite parenthèse. Moi, j'ai préféré travailler avec mon expert comptable qui nous suit depuis la création de la structure, au lieu de donner ce montant faramineux à une multinationale qui était juste venue sans état d'âme pour récupérer des fonds. Voilà. Donc, moi, je suis très fière aujourd'hui de voir cette création que vous avez mise en place. J'espère vraiment que ça va très bien se développer et que vous pourriez vous aider surtout à l'international, en Europe. Moi, particulièrement, je suis à Paris, hein, je ne vous cache pas, mais bon, c'est une multinationale. Aujourd'hui, je passe à côté, quoi. Donc voilà, bravo à vous et je vous souhaite bonne chance. J'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer très prochainement. En tout cas, merci beaucoup. C'est très content de Ndongo. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Alors, là, on a sacrément débordé quand même. Donc, est-ce que on peut passer à la fin? Bon, sinon, il y avait il y avait une dernière question, mais je ne sais pas si les experts me permettent ou pas. Oui, vas-y, Betty, pour Ok, répondre d'accord. rapidement. Ça Betty, marche. c'est Alors, deux questions. Allô? Il y en oui, a parce une que autre, en fait, qui me semble très pertinente sur l'adaptation pour le secteur public ou parapublic aussi. Je pense que ok, si on peut c'est prendre bon. ces deux questions-là, après, on peut clôturer. Voilà, on répond à ces deux questions. Donc, alors, tac, tac, tac. Alors, c'était Ndiaye, Fatoumata Bintou Ndiaye qui nous demande quitte de l'acceptation de l'approche pour le secteur public ou parapublic, par exemple les agences d'État, etc.
Et la dernière question, elle nous vient d'Aïssatou Dieng, qui nous demande elle aurait aimé savoir quelles problématiques de résistance au changement vous avez déjà rencontrées. Est-ce que ça peut nuire à l'efficacité ou ralentir des missions par des attitudes négatives ou de la rétention d'informations? Voilà. Parapublic, je te laisse Mary peut-être compléter, parce que tu es maintenant une spécialiste aussi du parapublic, hein. Tu vas donner l'approche, parce que bon, c'est vrai que c'est une approche particulière. Bon, vas-y, après je complète. Oui, non, mais parapublic, je pense qu'on est tous dans la dynamique, hein. Aujourd'hui, rien qu'hier, dans le Conseil de ministres, le Premier ministre le rappelait, il est vraiment pas content de la gouvernance des boîtes parapubliques. Je pense que la grosse difficulté du parapublic, c'est souvent un DG qui vient d'un appareil politique et qui vient souvent trouver une équipe qui est là depuis 15, 20 ans, 25 ans, et des fois se pose un problème de légitimité. Voilà, se pose un problème de légitimité. Pour moi, aujourd'hui, la plus grande difficulté du parapublic, et c'est là où peut-être ces genres de missions peuvent aider les DG, c'est qu'on a de plus en plus des DG et des PCA. Et d'ailleurs, hier, se posait le problème du PCA. On parlait de la gouvernance. Aujourd'hui, on a nommé des PCA et des DG qui ne comprennent pas de quoi on parle. Et en fait, nous, on peut venir maintenant les aider enfin, il y a un terme déjà, hein, à les mettre à niveau, mais à huiler aussi la relation entre les collaborateurs qu'ils ont trouvés là-bas et la nouvelle direction générale. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est vraiment huiler la relation entre DG et les collaborateurs trouvés sur place. Donc l'approche parapublique, elle est un peu différente. C'est qu'il faut il faut avoir la confiance souvent de la direction générale, parce que sinon ça ne marche pas. Qui, elle, lui-même doit avoir la confiance souvent d'un appareil politique, c'est-à-dire d'un président de la République, d'un premier ministre. Et la relation entre les PCA et les DG dans le parapublic, souvent, ne sont pas bonnes. Donc souvent, ça se passe très, très mal. Et souvent, tu as un conseil d'administration qui est assez, enfin, qui estime qu'elle est dépourvue de ses prérogatives. Et justement, là, aujourd'hui, on a un sujet aujourd'hui justement de gouvernance et de comité d'audit et de comité de rémunération qu'aujourd'hui, le dernier décret dit maintenant qu'il faut un comité d'audit obligatoire et un comité de rémunération obligatoire dans les conseils d'administration des boîtes parapubliques. Ce qui est une grosse nouveauté, parce qu'avant, ce n'était pas clairement indiqué. Et dans le comité d'audit, justement, et ça tombe avec Adramé, on dit qu'il faut carrément une dimension de gestion de contrôle interne et une dimension de risque management. Donc là, on a rajouté carrément une nouvelle couche depuis quasiment les décrets de février, enfin de mai 2025. Et donc, depuis un mois, tout le monde doit se mettre à ce niveau-là. Et on a imposé maintenant aussi la nouveauté d'avoir des administrateurs indépendants et des administrateurs délégués du personnel. Et donc, tout ça fait que les DG vont tous se retrouver dans des sujets de management de transition. Et là, je n'ai pas l'impression qu'ils prennent tous la conscience de toutes les difficultés qui les attendent dans cette conduite au changement. Et c'est là où nous, notre offre, elle tombe à pic. Et c'est pour ça qu'elle est beaucoup aussi adressée au secteur parapublic. C'est vraiment dire à tous ces nouveaux DG, en fait, vous ne pourrez pas tout faire. Il vous faut des consultants qui viennent vous aider à huiler la relation et surtout à passer ce cap de la gouvernance-là, parce qu'en fait, la gouvernance des entités parapubliques est très défaillante. Et juste pour compléter ce que Nongo vient de dire plus tôt, dans les entités parapubliques et publiques, il y a un réel problème on va dire, rudiment de la gestion opérationnelle. C'est des choses qui, si elles existent, ne sont pas très bien structurées ou elles n'existent pas du tout. Donc, ça veut dire qu'à l'opposé d'une entreprise privée, ça va nécessiter en fait un travail de fond beaucoup plus poussé pour justement mettre en place cette base-là, donc asseoir cet appareil opérationnel avant même de parler stratégie. Par exemple, dans certaines boîtes parapubliques ou publiques, la digitalisation est quasiment inexistante, n'est-ce pas? Dans certaines boîtes, tu vas trouver que, par exemple, il y a un système de gestion des emails via, on va dire, Microsoft 360, mais ce n'est pas utilisé. Les gens continuent à utiliser leur mail personnel pour des communications officielles de l'entité. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'il faut régler. Il y a également un énorme sujet RH parce que, comme je disais tantôt, ce n'est pas très bien structuré. Tu ne vas pas forcément trouver de politique de gestion de la performance, politique de recrutement, ça peut être un peu flou, etc. Donc, ça nécessite vraiment un travail qui peut aller au-delà en termes de scope de ce que tu verrais dans une entreprise privée classique. Voilà. Et peut-être juste pour ajouter sur la partie